Le 15 mai 1990, dans une salle des ventes de Christie's à New York, un industriel japonais de 75 ans lève la main pour la dernière fois. Le marteau tombe sur 82 500 000 $, un record mondial absolu pour une œuvre d'art. L'homme s'appelle Ryohei Saito. Face aux journalistes, il laisse entendre que la toile devrait partir avec lui dans la tombe, jusqu'à être brûlée avec son corps. Un Van Gogh promis au feu. Ses proches tenteront plus tard d'adoucir ses mots, en parlant d'une simple métaphore sur son attachement à l'œuvre, et rien n'indique que la toile ait jamais réellement été détruite. Mais le malaise est déjà installé dans l'opinion mondiale. Et depuis cette vente, un fait demeure. Aucun spécialiste reconnu ne semble avoir examiné cette toile publiquement depuis 1990. Regardez bien ce visage, cette silhouette penchée sur une table rouge. Vous êtes probablement en train de voir la reproduction d'une œuvre que le monde de l'art a perdu de vue depuis plus de 3 décennies. L'homme peint ici s'appelle Paul Ferdinand Gachet, un médecin homéopathe d'une 60aine d'années, au visage encadré de cheveux roux, vêtu d'un lourd manteau bleu outre-mer et coiffé d'une casquette blanche. Il est assis derrière une table rouge, le regard perdu au loin, la tête inclinée, appuyé sur un poing fermé. Devant lui, 2 livres à couverture jaune et un verre où trempe une tige de fleurs violettes. Derrière lui, des collines bleutées, peintes en vagues épaisses et nerveuses. Un portrait mélancolique parmi tant d'autres dans l'histoire de la peinture, pourrait-on croire. Mais cette main droite, en particulier, ne devrait pas être ainsi. Elle semble presque désossée, trop lourde, aplatie de façon étrange par rapport au reste du corps. Nous y reviendrons, car cette main n'a rien d'un accident. Pour comprendre ce que Vincent van Gogh a réellement peint ici, il faut remonter à mai 1890. Vincent sort tout juste d'une année d'internement volontaire dans un asile de Saint-Rémy de Provence. Il arrive le 20 mai dans le petit village d'Auvers-sur-Oise, sur les conseils de son frère Théo, à qui le peintre Camille Pissarro a recommandé un médecin réputé pour sa sympathie envers les artistes en détresse. Ce qui suit tient de la frénésie. En 70 jours, Vincent peint près de 70 toiles et réalise plus de 30 dessins. Une cadence presque impossible à soutenir pour un homme seul, avec un pinceau et des tubes de peinture. Il est confié à la surveillance de ce médecin, Gachet. Mais la relation entre les 2 hommes n'est pas aussi douce que la légende voudrait nous le faire croire. Dans sa toute première lettre à Théo depuis Auvers, Vincent écrit que l'on ne doit sans doute pas trop compter sur ce médecin, ajoutant qu'il le trouve au moins aussi malade que lui-même, sinon davantage. Un jugement sévère. Certains historiens, dont Martin Bailly et Benoît Dandet, ont retrouvé des traces d'une colère plus profonde encore. Vincent se serait emporté en découvrant chez Gachet des toiles de Cézanne et d'autres maîtres entassés sans cadre, roulés à la va-vite comme de simples objets. Il soupçonnait le médecin d'un rapport superficiel à l'art, peut-être même de pratiques douteuses. Gardez ce soupçon en mémoire, car il n'a jamais vraiment quitté l'histoire de ce tableau. Le détail le plus discret est aussi le plus accusateur. Cette fleur violette, abandonnée dans un verre, sur la table. La plupart des spectateurs y voient un simple clin d'œil médical, l'idée que le docteur Gachet aurait soigné les crises nerveuses de Vincent avec de la digitale, cette plante utilisée pour le cœur. Cette lecture a même donné naissance à une théorie populaire, selon laquelle la toxicité de la digitale aurait provoqué chez Van Gogh une vision jaunie du monde, expliquant son amour pour cette couleur. Une belle histoire. Mais elle ne résiste pas longtemps à l'examen. Au XIXe siècle, la digitale n'est pas seulement un remède cardiaque. Elle est aussi utilisée en homéopathie, de façon expérimentale, contre la mélancolie elle-même. Or, Gachet a soutenu, dès 1858, une thèse intitulée « Étude sur la mélancolie ». Cette fleur n'est donc pas une ordonnance déguisée, c'est un attribut personnel du médecin, presque une signature, et sans doute une confession silencieuse de sa propre douleur intime. À côté de la fleur, 2 rectangles jaunes semblent presque décoratifs. Ils ne le sont pas. Ce sont des romans des frères Goncourt, que Vincent nomme lui-même dans une lettre à sa sœur Wilhelmine. Germinie Lacerteux raconte la déchéance d'une femme rongée par le vice et la misère. Manette Salomon décrit l'effondrement d'artistes désillusionnés. Posons-nous la question suivante. Pourquoi un médecin respecté garderait-il bien en évidence sur sa table des romans qui racontent l'effondrement moral d'une époque entière ? En les plaçant là, Vincent efface la frontière entre le soignant et le soigné. Il suggère que face à la tragédie humaine, la médecine moderne est tout aussi impuissante que l'art lui-même. Le plus troublant, c'est que même la couleur que nous croyons voir n'est peut-être plus tout à fait celle que Vincent a posée sur la toile. Les examens menés sur la version du musée d'Orsay, ainsi que sur des œuvres proches réalisées à Auvers au même moment, montrent un phénomène capital.
Les rouges organiques que Van Gogh utilisait, notamment la laque de Garance, pouvaient s'effacer avec le temps. Dans le portrait d'Orsay, les fleurs de digital, autrefois pourpres, ont viré vers un bleu qui n'a rien de naturel. Les photographies anciennes de la version vendue en 1990 suggèrent qu'un glissement chromatique semblable avait probablement déjà commencé sur cette toile-là également, avant même sa disparition des regards. Ce que nous observons aujourd'hui n'est donc plus tout à fait la palette que Vincent avait choisie. C'est l'ombre vieillie d'un portrait qui, à l'origine, devait heurter davantage le regard, avec un contraste bien plus violent entre le fond et les pétales. Cette rétractation chimique n'est pas un détail cosmétique. Elle change quelque chose d'essentiel à la lecture même du tableau. Le contraste que Vincent avait voulu presque agressif entre les fleurs et le fond s'est aujourd'hui dissous dans une harmonie de bleu qui n'était pas son intention première. Ce que nous appelons ce portrait mélancolique n'est peut-être, en réalité, qu'une version affaiblie, adoucie malgré elle par la chimie, d'une œuvre qui devait à l'origine crier bien plus fort. Revenons à cette main droite, celle qui soutient le visage du médecin. Son poing fermé, sa tête inclinée, tout cela appartient à un langage corporel très ancien, celui de la mélancolie. On retrouve cette posture depuis la Renaissance, dans les allégories du deuil et de la paralysie intérieure. Vincent connaissait bien deux sources précises. Une gravure d'Albrecht Dürer, l'homme de douleur, et un tableau d'Eugène Delacroix représentant le poète Tasse enfermé dans un asile. Vincent avait vu cette toile de Delacroix au musée Fabre de Montpellier, en compagnie de Paul Gauguin, et avait même demandé à son frère de lui envoyer une reproduction pour s'en inspirer. Là où le Christ de Dürer tend une paume ouverte, Gachet referme la sienne en un point. Et là où les instruments de la Passion sont posés devant le Christ, la fleur de digital occupe une place presque identique dans la composition. Pour ce médecin sécularisé, l'instrument de souffrance n'est plus un fouet. C'est son impuissance elle-même face à la maladie de son patient. Il y a, je crois, quelque chose de terriblement lucide dans ce choix. Vincent ne cherchait pas seulement à peindre un médecin fatigué. Il cherchait à transformer un homme ordinaire en martyr moderne, dépouillé de toute dimension religieuse, mais chargé du même poids symbolique. Une sécularisation presque totale de la souffrance sacrée, appliquée au visage d'un simple généraliste de campagne. Jusqu'ici, nous avons regardé ce que Vincent a peint. Mais il existe une question plus dérangeante encore. Que regardons-nous vraiment lorsque nous disons le portrait du docteur Gachet ? Car il n'en existe pas une seule version, il en existe deux. Officiellement, les deux versions connues de ce portrait, celle qui a disparu depuis 1990 et celle aujourd'hui conservée au musée d'Orsay, sont considérées comme deux originaux authentiques de la main de Vincent. La première aurait été peinte pour Théo, la seconde offerte directement à Gachet à sa demande. Une histoire simple, presque touchante. Mais un chercheur français, Benoît Landais, a soulevé un doute qui n'a jamais totalement disparu. Dans son ouvrage consacré à cette affaire, il souligne la présence, sous la couche de peinture de la version d'Orsay, d'un contour préparatoire au graphite. Or Vincent, durant toute la période d'Auvers, peignait directement sur la toile, sans dessin préparatoire, dans un geste immédiat et sans repentir. Landais y voit la trace d'un faussaire recopiant une œuvre existante, presque comme un coloriage exécuté au trait. Cette version manque d'ailleurs les deux livres jaunes des Goncourt, absents de la composition, et son fond a perdu une partie de la complexité chromatique du premier tableau. Il faut cependant être honnête avec ce doute. Les analyses officielles, commandées à la fin des années 1990, ont défendu l'authenticité de la version d'Orsay, en s'appuyant notamment sur la structure même de la toile et son tissage, identique à celui des autres œuvres peintes par Vincent durant cette période. Le musée d'Orsay conserve donc officiellement cette version comme une œuvre de la main de Vincent, issue de la collection Gachet, offerte à la France en 1949. Mais le malaise, lui, ne disparaît jamais complètement, parce que le nous-mêmes de Gachet reste durablement associé à une pratique troublante. Sous le pseudonyme de Paul von Riesel, le médecin copiait lui-même des toiles post-impressionnistes, parfois à partir des originaux, parfois en recopiant simplement leurs contours. Une part de la collection que sa famille a un jour offerte à la France a longtemps été soupçonnée d'inclure des copies réalisées par le père et le fils Gachet eux-mêmes. Voilà un nouvel angle sous lequel regarder cet homme au poing fermé. Celui qui aurait pu, sans qu'on le sache jamais avec certitude, laisser sa propre main se glisser dans l'héritage du peintre qu'il était censé soigner. Vincent lui-même n'a jamais pu voir son portrait accroché dans un musée. La toile n'a jamais été exposée de son vivant et ne lui a rapporté aucun argent puisqu'il met fin à ses jours 6 semaines à peine après l'avoir achevé. Le seul spectateur, en dehors de Théo, fut Gachet lui-même, si enthousiaste qu'il supplia aussitôt Vincent d'en peindre une seconde version pour lui. Il y a là une ironie presque insoutenable.
L'homme, peint comme incapable de sauver qui que ce soit, devient malgré lui le premier admirateur de sa propre image affaiblie. Et cette ironie s'épaissit encore. Quand Vincent se tire une balle dans la poitrine, quelques semaines plus tard, c'est Gachet qui accourt. Après consultation d'un confrère, le docteur Mazri, la décision est prise de ne pas extraire la balle. Vincent s'éteint lentement, des suites de l'infection et de la perte de sang, pendant que le médecin reste à son chevet, une pipe de tabac à la bouche. C'est aussi Gachet qui réalisera, au fusain, l'ultime portrait de l'artiste, à peine quelques heures après sa disparition, documentant froidement jusqu'à l'oreille mutilée du peintre. Ce geste reste impossible à classer. Compassion, devoir médical, fascination d'artiste ou froideur d'un homme déjà habitué à regarder la souffrance en face. Mais il est temps de parler de ce que ce tableau est devenu, bien après la disparition de tous ses témoins directs. Après la mort de Vincent, puis celle de Théo l'année suivante, la toile passe à la veuve de ce dernier, Johanna. En 1897, elle la revend pour seulement 300 francs, l'équivalent aujourd'hui d'à peine 58 $. Un chiffre presque comique face à ce que ce tableau va devenir. À partir de là, la toile cesse d'être seulement un portrait. Elle devient un objet que l'on cache, que l'on confisque, que l'on revend, que l'on transporte d'un continent à l'autre. À chaque propriétaire, le visage de Gachet change de rôle. Souvenirs de famille, trophées de musée, marchandises de guerre, puis actifs d'exil. En 1911, le musée Städel de Francfort en fait l'acquisition et l'œuvre devient l'un des joyaux de sa collection, un symbole de la modernité picturale. Puis vient 1937. Le régime nazi la confisque, la classant parmi les œuvres dites dégénérées. Le directeur du musée avait tenté de la dissimuler entre 1933 et cette date dans une pièce close de l'établissement. Cela ne suffira pas. Hermann Göring en personne organise sa revente à l'étranger contre des devises. Un banquier ayant fui vers les États-Unis, Siegfried Kramarski, l'emporte à New York où elle restera exposée des décennies durant, notamment au Metropolitan Museum. Puis vient cette soirée de 1990, la vente record, la déclaration troublante de Ryohei Saito. Et depuis, plus aucune trace publique. Voici, je crois, l'image la plus forte de toute cette histoire, celle qui devrait rester gravée après ce vidéo. En 2019, le musée Städel de Francfort, celui-là même à qui les nazis avaient arraché la toile, a pris une décision inhabituelle. Sur son mur, à l'endroit précis où le tableau avait autrefois été accroché, l'institution a suspendu un simple cadre doré, sans peinture à l'intérieur. Ce n'était plus une absence privée, c'était une absence accrochée au mur, éclairée, présentée au public comme le seul reste visible du tableau. Ce cadre vide est devenu, à sa manière, plus éloquent que n'importe quelle reproduction de l'œuvre elle-même. Mais exposer aujourd'hui l'original reviendrait peut-être à ouvrir une procédure judiciaire dès le lendemain. Une héritière la revendique publiquement, Christine Koenigs, petite fille du collectionneur Franz Koenigs, mort dans des circonstances suspectes en 1941. Elle affirme que son grand-père n'a jamais réellement vendu le tableau à Kramarski en 1938, mais l'aurait simplement confié en garantie avant de fuir les persécutions. Tant que ce nuage juridique plane, aucun propriétaire actuel ne prendra le risque d'exposer publiquement la toile. Elle pourrait être saisie dans l'heure. Des rumeurs situent son emplacement dans des coffres climatisés, en Suisse ou en Italie, peut-être liée à une famille discrète, héritière d'un empire industriel dont la résidence borde un lac suisse. Ses représentants ont toujours nié fermement toute possession. On pourrait penser que ce silence n'est qu'une affaire de discrétion fiscale, un simple calcul de collectionneur soucieux de ses impôts. Ce serait sous-estimer ce qui est réellement en jeu. Le vrai basculement est là. La disparition de cette œuvre n'est pas seulement géographique, elle est matérielle. Une peinture n'est pas une idée immobile, elle respire, elle réagit chimiquement, elle se modifie avec le temps, l'humidité, la lumière. Et pendant qu'aucun spécialiste ne peut plus l'observer, elle pourrait continuer de changer, lentement, sans témoin, tandis que son prix, lui, continue de monter sans la moindre pause. Les estimations récentes des experts évoquent aujourd'hui un montant dépassant les 2 ou 300 millions de dollars pour cette toile devenue fantôme. C'est là que la question devient morale. Vincent est mort dans une pauvreté presque totale, échangeant parfois ses toiles contre un simple repas, incapable de vendre son travail de son vivant. Et voici que cette toile précise, celle qui incarne peut-être le mieux sa détresse intérieure et celle de son médecin, est devenue l'instrument d'une spéculation financière mondiale. Un actif bancaire, une garantie silencieuse, un objet déplacé entre héritage, coffre et juridiction, plus proche aujourd'hui d'une ligne de bilan que d'une image.
Il y a quelque chose de profondément dérangeant dans cette bascule. Un homme a tenté de donner une forme visible à sa propre détresse et à celle du médecin assis devant lui. Un siècle plus tard, cette détresse est peut-être devenue l'une des choses les mieux protégées et les moins regardées de tout le marché de l'art. On peut se demander qui, au fond, a le droit moral de posséder la souffrance d'un autre être humain et de la soustraire ainsi au reste du monde. Ce n'est pas seulement une question sur ce tableau précis. C'est une question sur la manière dont notre époque transforme la détresse intime en patrimoine négociable, en ligne discrète dans un bilan comptable. Personnellement, je pense que la véritable tragédie n'est pas la disparition de cette œuvre, c'est que cette disparition dérange aujourd'hui à peine plus que sa vente. Le monde s'est ému un instant, en 1990, face à la menace d'une crémation funéraire. Puis il a continué son chemin, comme si un visage humain enfermé dans un coffre n'était, après tout, qu'une ligne de plus dans un registre d'assurance. Cette ignorance est désormais une partie de l'œuvre. Nous ne connaîtrons sans doute jamais les couleurs exactes que Vincent a posées ce jour de juin 1890, avant que le temps ne les efface. Nous ne saurons peut-être jamais non plus dans quel état se trouve réellement cette toile aujourd'hui, ni même si elle demeure sous une forme reconnaissable pour l'œil humain. Le cadre doré et vide de Francfort restera peut-être la seule vérité tangible qui nous reste de toute cette histoire, la seule chose que l'on puisse encore regarder sans crainte d'un procès. Alors, regardez encore une fois ce visage accablé, ce poing fermé, ce regard perdu quelque part au-delà de la toile. Quelque part, dans un lieu que personne ne peut confirmer publiquement, ce même visage existe peut-être encore, dans l'obscurité totale d'un coffre en train de se transformer silencieusement, pigment après pigment. Si cette œuvre n'existe plus, pour la plupart d'entre nous, que dans le souvenir de ceux qui l'ont vue avant 1990, alors possédons-nous encore un tableau de Vincent van Gogh ou seulement le prix vertigineux qu'il a un jour atteint ?